Amis, chercheurs de vérité, vous êtes-vous déjà interrogé sur les coins cachés de l'histoire, les chuchotements des textes oubliés? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un mystère qui a rescuté à travers les siècles, un livre aussi puissant, si audacieux dans ses affirmations, qu'il a été délibérément omis de la Bible elle-même, le livre des Jubilés. Pourquoi ce livre, un texte revendiquant une inspiration divine, une ligne directe vers le royaume céleste? Pourquoi a-t-elle été réduite au silence? Pourquoi oublier? La réponse, mes amis, est aussi complexe et fascinante que le livre lui-même. Nous découvrirons les secrets qu'il détient, le pouvoir qu'il exerce, et les raisons de son effacement délibéré du canon sacré. La découverte de fragments du livre des Jubiles parmi les parchemins de la mer Morte dans les grottes de Qumran en 1947, une période de bouleversement intense. La période Asmonée, vers 160 avant Jésus-Christ, a été un événement sismique en bourse biblique. Ce n'était pas seulement un parchemin poussiéreux. C'était un texte qui a osé réécrire l'histoire elle-même, un texte qui prétendait être la vraie Genèse, le véritable Exode, dicté à Moïse non pas par Dieu seul, mais par un ange, sur le mont Sinaï, comme Jérémie a été appelé, Jérémie 1/5, une communication directe des cieux. Ce n'était pas un simple conte historique, c'était un récit céleste, une chronologie divinement ordonnée, un calendrier cosmique, et potentiellement, un défi dangereux pour l'autorité établie. Imaginez, si vous voulez, un livre qui affirme hardiment qu'il contient la véritable chronologie de la création, une chronologie en contradiction avec la version acceptée. Ce livre, The Book of Jubilees, présente un calendrier solaire de 364 jours, radicalement différent du calendrier lunaire traditionnellement suivi dans le judaïsme. Cette différence n'est pas seulement une question de date, c'est un défi fondamental pour le rythme même du temps sacré, suggérant que les festivals établis, les jours saints, la structure même de l'observance religieuse, auraient pu être corrompus. Cela seul, mes amis, suffit à faire trembler les pouvoirs établis. Le livre des Jubilés ne craint pas les affirmations audacieuses. Il parle de 2 révélations données à Moïse sur le Sinaï, la révélation publique des 10 commandements, et une révélation secrète et chuchotée, inscrite sur les tablettes célestes, une sagesse cachée révélée uniquement à quelques-uns. Cette révélation secrète, cette connaissance céleste, contenait des détails qui secouraient les fondements de l'ordre religieux établi. Ils détaillent une hiérarchie de 4 ordres d'anges, développent l'histoire énigmatique du Néphilim, les géants nés des syndicats entre les fils de Dieu et les filles des hommes, et réécrit les récits clés de la Genèse, révélant des secrets sur la femme de Canaan, Hawan, et les mariages entre les antécèdres corses. Il prétend même que l'hébreu était la langue originelle du ciel, antérieure à la confusion des langues, à la tour de Babel. Ce n'est pas seulement une version différente de l'histoire, c'est une réinterprétation radicale de la création, une révision cosmique qui remet en question le tissu même de l'histoire et de la théologie acceptée. Les lois rigides du livre de la pureté, son interdiction solide de l'association avec les gentils, ses réglementations extrêmement strictes concernant l'intimité conjugale, pointent toutes vers une idéologie séparatiste, une approche radicale de la sainteté qui aurait été profondément troublante pour les personnes au pouvoir. Les applications étaient de grande envergure, menaçant de bouleverser l'ordre religieux et social établi. La suppression de ce livre n'était donc pas simplement un acte de censure, c'était une décision calculée de maintenir le pouvoir, de protéger l'autorité de la prêtrise, et les conseils dont les interprétations des textes sacrés étaient contestées. Le livre des Jubilés, dans son audace, a menacé de réécrire le récit même du pouvoir lui-même. Et donc le livre a été réduit au silence. Son existence reléguée au chuchotement, aux fragments découverts des siècles plus tard, témoignant de sa puissance durable. Mais sa redécouverte, sa réapparition dans le monde moderne, est peut-être encore plus importante. Les fragments trouvés à Qumran, ces morceaux précieux d'un texte oublié, représentent une brisée du silence, une réémergence d'un récit qui a été supprimé depuis des millénaires. Ce n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un puissant rappel que la vérité, même lorsqu'elle est supprimée, a un moyen de retrouver son chemin dans la lumière. Pensez-y, un texte qui ose réécrire Genesis pour offrir des explications alternatives pour les événements considérés comme fondamentaux au judaïsme et au christianisme. Ce n'était pas seulement une question d'interprétation différente, c'était un changement de paradigme complet. Le livre des Jubilés n'a pas simplement offert une perspective différente, il a présenté une cosmologie rivale, un récit concurrent de la création et de la place de l'humanité à l'intérieur. Imaginez les implications pour ceux qui ont tenu le pouvoir par leur contrôle du récit religieux établi. Leur autorité et leur légitimité même a été directement contestée. Considérez les implications des affirmations du livre sur les hiérarchies angéliques. La compréhension religieuse établie des anges, leur rôle et leur relation avec l'humanité, a été soudainement compliquée,
enrichi et potentiellement déstabilisé par le livre des descriptions détaillées des jubiles de 4 ordres distincts, chacun avec ses propres fonctions et responsabilités. Ce n'était pas un simple ajout à la tradition existante. Ce fut une refonte complète du royaume angélique, influençant potentiellement les perceptions de l'intervention divine et la nature même du pouvoir céleste. Et les Néphilim, ces géants, ces progéniteurs d'êtres divins et de femmes mortelles, représentent un défi profond pour les cadres théologiques établis. Le récit du livre des Jubiles, différent considérablement des allusions précriptiques dans la Genèse, présente une image détaillée et troublante de ces êtres, leur impact sur l'humanité et leur sort ultime. Ce n'était pas un simple embellissement d'un mystère biblique. C'était une réinvention des origines même des problèmes de l'humanité, une suggestion d'un conflit cosmique avec des conséquences d'une grande portée. L'accent mis par le livre sur les lois sur la pureté et ses réglementations strictes concernant l'interaction sociale mettent davantage en évidence sa nature radicale. La séparation rigide des gentils, les règles méticuleuses régissant les relations conjugales, pointent toutes vers une communauté très restrictive et exclusive, une communauté qui contraste fortement avec les structures sociales plus fluides et moins strictement définies de l'époque. Cette idéologie séparatiste, cette poursuite sans compromis de la sainteté, était un défi direct pour les structures de pouvoir existantes, sapant potentiellement l'ordre social établi et ses mécanismes de contrôle. Le livre des Jubiles, dans son existence supprimée, devient un symbole de la résistance, un témoignage du pouvoir durable des récits alternatifs. Sa redécouverte, ces fragments déterminés des sables de Qumran, représentent non seulement une découverte historique, mais un défi profond à la notion même d'une vérité singulière et monolithique. Cela nous oblige à remettre en question les récits que nous acceptons comme immuables, à considérer la possibilité de voix supprimées, de perspectives alternatives, délibérément réduites au silence, pour maintenir le pouvoir. Cela nous rappelle que l'histoire, comme le royaume céleste lui-même, peut détenir beaucoup plus de secrets, beaucoup plus d'histoires inédites, attendant d'être découvertes, et au accent aigu interprété. Le silence entourant le livre des Jubiles pendant des siècles ne fait qu'amplifier son pouvoir maintenant, à l'ère moderne, où la recherche de la vérité se poursuit, implacable, impitoyable, et, finalement, pleine d'espoir. L'acte même de supprimer un tel texte ne fait que mettre en évidence son potentiel subversif. C'est une histoire de pouvoir, de contrôle, de la force durable des idées qui défient le statu quo. Et cela, mes amis, est une leçon à réfléchir. Les applications de son existence supprimée, de sa survie fragmentée et de sa redécouverte éventuelle continuent de parcourir les courants de l'étude religieuse et historique, nous forçant à reconsidérer les récits établis et les forces qui ont cherché à les faire taire. Considérez le contexte social du livre des Jubiles. Sa création, probablement au sein de la communauté de Qumran, en dit long sur les angoisses et les aspirations d'un groupe qui cherche la pureté et la séparation dans un monde qu'ils ont perçu comme de plus en plus corrompu. L'adhésion méticuleuse à l'année du jubilé, un concept central du livre, représente non seulement une observation religieuse, mais une puissante déclaration sociale et économique. Imaginez les implications d'une société réinitialisant périodiquement ses dettes, redistribuant des terres et favorisant un sentiment de responsabilité communautaire. Ce fut un écart radical par rapport aux structures socio-économiques en vigueur de l'époque. Une vision utopique peut-être, mais qui a contesté les fondations mêmes du pouvoir et de l'accumulation de richesses. Les généalogies détaillées du livre, tracées méticuleusement les lignées à Adam, reflètent une profonde préoccupation de l'identité et de la légitimité. Cette focalisation obsessionnelle sur l'ascendance souligne le désir de la communauté d'établir sa propre identité distincte, séparée et supérieure à la population environnante. C'est une puissante affirmation de l'autodéfinition face aux pressions externes, un moyen de construire une identité de groupe cohérente et unifiée au milieu d'une mer de croyances et de pratiques contradictoires. Cet accent mis sur la lignée a également servi à renforcer leurs revendications de pureté religieuse, une affirmation souvent utilisée pour justifier leur séparation sociale et politique. De plus, la vision apocalyptique du livre, sa représentation d'un conflit cosmique imminent, ne devrait pas être rejetée comme une simple fantaisie religieuse. Il reflète les angoisses et les incertitudes très réelles d'un groupe vivant sous la domination romaine, un groupe aux prises avec les pressions de l'assimilation et la menace constante de persécution. L'imagerie apocalyptique a servi d'outil puissant pour renforcer le moral, offrant de l'espoir et un sens du but face à l'adversité. Il a offert une explication pour la souffrance et l'injustice qu'ils ont vécue, le cadrant dans une plus grande lutte cosmique entre le bien et le mal. Ce cadre a donné un sens à leur existence, renforçant leur engagement vers leurs croyances et leur sentiment de hostilité. La suppression du livre des Jubiles, sa disparition presque totale pendant des siècles, témoigne de l'efficacité de ces forces qui ont cherché à contrôler le récit. Les autorités romaines, et peut-être même d'autres groupes juifs qui n'étaient pas d'accord avec l'interprétation stricte de la loi par la communauté de Qumran, auraient vu le livre comme une menace. Ces idées sociales et religieuses radicales,
son défi aux normes établies, auraient été considérées comme subversives et potentiellement déstabilisantes. Le silence de cette voix n'est donc pas surprenant. Il représente un schéma commun à travers l'histoire, où les puissantes autorités cherchent à contrôler le flux d'informations et à supprimer les points de vue dissidents. Mais le fait même de ces défis de redécouverte qui contrôlent, nous rappelant que la vérité, aussi enterrée, trouve souvent un moyen de refaire surface. Le pouvoir durable de ces textes supprimés réside dans leur capacité à fournir des perspectives alternatives, à défier les récits dominants et à nous forcer à réévaluer notre compréhension du passé et des forces qui la façonnent. Les fragments qui restent, bien qu'incomplets, continuent de résonner avec de profondes applications pour notre compréhension du judaïsme précoce et de la dynamique du pouvoir et du contrôle dans les sociétés anciennes. L'étude en cours de ce texte, le débat continu entourant ses interprétations, démontre l'héritage durable de ce travail difficile et complexe. Les questions qu'elle soulève, les possibilités qu'elle suggère, elles continuent de nous défier encore aujourd'hui. Considérez par exemple la chronologie unique du livre. Le livre des Jubilees offre une chronologie radicalement différente de celle trouvée dans les contes bibliques. Cette divergence n'est pas simplement une question de divergence mineure. Il représente une réinterprétation fondamentale de l'histoire, un remodelage délibéré du passé pour répondre aux besoins actuels de la communauté. En établissant une chronologie distincte, la communauté de Qumran s'est effectivement éloignée des autres sectes juives, renforçant leur sentiment d'identité unique et de but divinement ordonné. Cette chronologie alternative n'était pas simplement un exercice historique, c'était un outil puissant pour construire un récit cohérent, un récit qui justifiait leurs croyances et leurs pratiques. Il a fourni un cadre pour comprendre leur place dans le monde, leur relation avec Dieu et leur mission face à l'adversité. Considérez-le comme une forme de révisionnisme historique, mais profondément lié à leurs croyances religieuses et à leur organisation sociale. Cette réécriture de l'histoire leur a permis de revendiquer une lignée spéciale, un lien direct avec les patriarches, renforçant davantage leur sentiment d'équipement et leur conviction que leur mode de vie était divinement ordonné. L'accent mis sur l'année du jubilé, une période d'annulation de la dette et de redistribution des terres, est un autre élément clé. Ce concept, au cœur du livre, révèle une profonde préoccupation de la justice sociale et de l'égalité économique. La communauté de Qumran, vivant apparemment dans une société rigidement hiérarchique, a néanmoins articulé une vision d'un ordre social plus équitable. Cette vision, exprimée par l'année du jubilé, met en évidence les tensions internes au sein de leur communauté, la lutte entre leurs idéaux et les réalités de leur situation. Cela suggère que même dans un groupe apparemment isolé et strictement réglementé, il y a eu des débats et des discussions en cours sur l'application de leurs principes religieux à leur vie quotidienne. L'idéal de l'année du jubilé, bien que peut-être jamais pleinement réalisé, a servi de puissant symbole d'espoir, un rappel de leurs objectifs ultimes et une source d'inspiration pour leur adhésion continue à leurs croyances. C'est un témoignage du pouvoir durable des idéaux, même face à des réalités sévères. En outre, les réglementations détaillées du livre concernant la pureté rituelle et les lois alimentaires révèlent l'importance de maintenir une identité distincte dans un monde qu'ils percevaient comme de plus en plus impur. Ces lois n'étaient pas simplement des règles arbitraires, ils faisaient partie intégrante de leur vision du monde, reflétant leurs angoisses au sujet de la contamination et de leur désir de maintenir un espace sacré, à la fois physiquement et spirituellement. Les descriptions méticuleuses des pratiques rituelles et les directives strictes concernant la pureté mettent en évidence l'engagement profond de la communauté à maintenir une forte distinction entre le sacré et le profane. La vigilance constante requise pour adhérer à ces lois, la lutte quotidienne pour maintenir un état de pureté rituelle, souligne les défis auxquels ils ont été confrontés pour préserver leur identité et leur foi dans un environnement hostile. Cet effort constant pour la pureté témoigne également d'un désir plus profond du nettoyage spirituel, un désir d'échapper à la corruption morale perçue du monde extérieur. Cette lutte contre la pureté n'est donc pas seulement un ensemble de pratiques religieuses, mais le reflet de leurs espoirs et peurs les plus profonds. Considérez les informations sur la mer Morte sur leur compréhension de la prophétie. Leur interprétation n'était pas une réception passive des déclarations divines, mais un engagement actif avec les textes prophétiques, une lutte avec leur signification et leur application à leur propre temps. Ils se considéraient comme vivant dans l'ombre des événements importants, l'aboutissement de prophéties prédisant à la fois le jugement et la rédemption. Ce sentiment de vivre dans un moment eschatologique a profondément façonné leur vision du monde et leurs actions. Leur copie méticuleuse des textes bibliques, leur étude intense des Écritures, tout s'indique une communauté profondément investie dans la compréhension du déroulement du plan de Dieu. Ils n'ont pas simplement lu des prophéties, ils les ont vécues, à la recherche de signes, à interpréter les événements à travers une lentille prophétique. Cet engagement actif avec la prophétie n'était pas simplement intellectuel, c'était profondément personnel, affectant leur vie communautaire, leurs choix individuels et leur compréhension de leur place dans le drame divin.
L'interprétation des prophéties par la communauté, souvent assez nuancée et complexe, révèle une riche tradition intellectuelle, une approche herméneutique sophistiquée qui allait au-delà du littéralisme simpliste. Ils ont lutté avec des ambiguïtés, débattu d'interprétations différentes, et ont cherché à concilier des prophéties apparemment contradictoires. Cet engagement constant avec les textes prophétiques témoigne de leur curiosité intellectuelle et de leur foi inébranlable dans le triomphe ultime de la volonté de Dieu. Leurs interprétations prophétiques, bien que peut-être pas universellement acceptées, nous offrent une fenêtre sur les complexités de leurs pensées religieuses et l'impact profond que la prophétie a eu sur leur vie. La structure organisationnelle de la communauté de Qumran, comme l'a fait allusion dans les rouleaux, mérite également un examen plus approfondi. Bien que les détails restent quelque peu obscurs, l'épreuve suggère une société hiérarchique avec des rôles et des responsabilités distincts. La présence d'un enseignant ou d'un leader, une figure d'autorité qui a interprété les Écritures et a guidé la communauté, est évidente. L'organisation méticuleuse des parchemins elle-même, leur préservation et leur catalogage soigneuse, parlent d'une communauté avec un fort sens de l'ordre et du but. La division du travail, les rôles spécialisés au sein de la communauté, pointent tous vers une société soigneusement structurée, opérant selon des règles et procédures établies. Cependant, cette rigidité apparente ne devrait pas être mal interprétée comme un manque de dynamisme. Les parchemins suggèrent eux-mêmes des débats internes, des interprétations différentes des Écritures et des discussions en cours sur l'application des principes religieux. La communauté n'était pas monolithique, c'était une entité vivante et respirante, aux prises avec des tensions internes et une compréhension évolutive de sa foi. L'analyse de la structure organisationnelle de la communauté nous permet de comprendre non seulement comment ils fonctionnaient comme une société, mais aussi comment ils ont fait face aux défis du maintien de leur identité et de leur foi dans un environnement hostile. Leur structure organisationnelle n'était donc pas simplement un ensemble de règles et de réglementations, c'était un système dynamique adaptant aux besoins de la communauté et aux défis de leur temps. Des recherches supplémentaires sur la structure peuvent faire la lumière sur la dynamique du pouvoir, du leadership et de la cohésion communautaire au sein de ce groupe fascinant. La vie économique de la communauté de Qumran, bien que moins explicitement détaillée dans les parchemins que leurs pratiques religieuses ou leur structure sociale, offre d'autres avenues d'investigation intrigantes. Nous pouvons déduire certains aspects des preuves archéologiques et des références indirectes dans les textes eux-mêmes. La présence de nombreux outils agricoles, les pots de stockage et les restes de diverses cultures suggèrent un degré d'autosuffisance. Il est probable que l'agriculture ait joué un rôle important dans leur économie, fournissant une subsistance à la communauté et éventuellement générer un excédent de commerce ou de ressources communautaires. L'organisation minutieuse de leurs activités agricoles, impliquée par la disposition du règlement et les types d'outils découverts, suggère un système planifié et efficace. Cela contraste fortement avec le mode de vie nomade qui prévaut dans la région à l'époque, suggérant un choix délibéré pour établir une communauté agraire établie. Cependant, l'autosuffisance n'équivaut pas nécessairement à l'isolement. La présence de marchandises importées, bien que limitée, suggère un certain niveau d'interaction avec le monde extérieur. Cette interaction, même si soigneusement gérée, aurait été essentielle pour acquérir des matériaux non facilement disponibles dans le voisinage immédiat. Les parchemins mentionnent de même divers produits, faisant allusion à un éventuel système d'échange ou de commerce, bien que la nature exacte de cela ne soit pas claire. Se sont-ils engagés dans le troc, ou ont-ils participé à un système de commerce plus formalisé? Étaient-ils économiquement indépendants ou dépendaient-ils de sources externes pour certaines marchandises? Ces questions restent ouvertes au débat, nécessitant une analyse plus approfondie des preuves archéologiques et textuelles. En outre, le concept de propriété communautaire et de ressources partagées a probablement joué un rôle crucial dans l'économie de Qumran. L'accent mis sur la communauté et l'égalité dans leurs croyances religieuses suggère un système où les possessions individuelles ont été minimisées et les ressources ont été distribuées selon les besoins. Cette approche communautaire, cependant, aurait pu présenter ses propres défis. Comment ont-ils géré les litiges sur les ressources? Comment ont-ils assuré une distribution équitable? L'absence de dossiers économiques détaillés rend difficile la reconstruction de leur système économique précisément. Cependant, en examinant les preuves disponibles, les restes archéologiques, les conseils textuels et le contexte historique plus large, nous pouvons commencer à reconstituer une image plus complète de leur vie économique et de sa relation avec leur structure religieuse et sociale. L'interaction entre leurs idéaux religieux et leurs pratiques économiques offre une étude de cas fascinante dans la dynamique entre la foi et la vie matérielle. Le défi réside dans le discernement de la façon dont ces deux aspects se sont influencés, façonnant le caractère unique de la communauté de Qumran. Des recherches supplémentaires sur les techniques agricoles,
Les réseaux commerciaux et les stratégies de gestion des ressources de la communauté donneront sans aucun doute des informations supplémentaires sur cet aspect intrigant de leur existence. Approfondissons l'aspect intrigant de la gestion des ressources au sein de la communauté de Qumran. Leur autosuffisance apparente, bien plus impressionnante, soulève plus de questions qu'elle ne le répond. Considérez les techniques agricoles utilisées. Les outils découverts suggèrent une compréhension sophistiquée de l'irrigation et de la gestion des sols, cruciale pour maximiser les rendements dans un environnement semi-aride. Mais quelles cultures spécifiques ont-ils cultivées? Étaient-ils principalement axés sur l'agriculture de subsistance, ou ont-ils produit des cultures excédentaires pour le commerce, ou le stockage? La présence d'installations de stockage dans le règlement fait allusion à ce dernier, suggérant un degré de prévoyance et de planification dans leurs pratiques agricoles. L'analyse du pollen et des restes végétaux du site pourrait révéler une image plus précise de leur production agricole et de son potentiel de production excédentaire. La preuve limitée des marchandises importées mérite également un examen plus approfondi. Quels éléments spécifiques ont été importés? Ces produits de luxe, matériaux essentiels ou les deux? La nature de ces importations pourrait faire la lumière sur leurs réseaux commerciaux et leurs relations avec les communautés voisines. Ont-ils activement recherché ces marchandises ou ont-ils été acquis par des échanges opportunistes? Comprendre les routes commerciales et les produits échangés fournirait une pièce cruciale du puzzle dans la compréhension de leur intégration économique dans le contexte régional plus large. Étaient-ils isolés, comme leur emplacement éloigné pourrait le suggérer, ou faisaient-ils partie d'un réseau économique plus grand et plus complexe? La réponse réside probablement quelque part entre les deux. Un engagement soigneusement géré avec le monde extérieur, équilibrant l'autosuffisance avec la nécessité d'acquérir certains biens essentiels. L'aspect commun de leur économie présente un domaine d'étude particulièrement difficile. L'absence d'accumulation individuelle de richesses, comme suggéré par le manque de logements ou de biens personnels élaborés, souligne un système de ressources partagées et de responsabilités collectives. Cependant, ce système doit avoir des mécanismes pour résoudre les conflits et assurer une distribution équitable. Les décisions concernant l'allocation des ressources prises par un conseil des anciens, ou y a-t-il eu un processus plus démocratique? Avait-il une forme de tenue de dossier, même si rudimentaire, pour suivre la disponibilité et la distribution des ressources? L'enquête sur les structures sociales et la gouvernance au sein de la communauté est essentielle pour comprendre comment ce système économique communautaire a fonctionné dans la pratique. Avait-il un système de travail communautaire avec des tâches assignées en fonction des compétences et des capacités individuelles? Comment ont-ils incité la participation et empêché la libération libre au sein de la communauté? Ce sont des questions complexes qui nécessitent des approches interdisciplinaires, combinant des résultats archéologiques avec des perspectives sociologiques et anthropologiques. Les parchemins eux-mêmes, tout en offrant des aperçus dans leurs croyances religieuses, restent largement silencieux sur les détails de leur organisation économique. Ce silence, cependant, est lui-même informatif, reflétant peut-être un accent culturel sur la communauté plutôt que sur le gain individuel. Le défi demeure dans la reconstruction d'une image détaillée de leur vie économique, à partir des preuves fragmentées disponibles. Les récompenses potentielles cependant sont immenses. Une compréhension plus claire d'une expérience sociale et économique unique dans le monde antique. Approfondissons les méthodes potentielles de l'allocation des ressources au sein de cette société apparemment égalitaire. L'absence de signes manifestes de hiérarchie n'équivaut pas nécessairement à un système complètement non structuré. Considérez la possibilité d'un système de leadership rotatif, peut-être lié à des tâches saisonnières spécifiques ou à des événements de cycle de vie. Imaginez un conseil des anciens ne détenant pas de pouvoir permanent, mais agissant en tant que conseiller et arbitre pendant les périodes critiques, telles que les récoltes ou les litiges sur la distribution des ressources. Leurs décisions auraient pu être basées sur la tradition, le consensus, ou même un système de vote plus formalisé. Bien que les preuves d'un tel système puissent être extrêmement difficiles à dénicher, nous pourrions rechercher des indices dans la disposition des logements, la présence de toutes structures communautaires comme les lieux de rencontre ou les installations de stockage, ou même des variations subtiles de produits graves, qui pourraient suggérer différents rôles sociaux ou niveaux de respect au sein de la communauté. La question de la résolution des conflits est tout aussi importante. Une société communautaire, même apparemment harmonieuse, a dû avoir des mécanismes pour lutter contre les différends sur les ressources, les terres ou la position sociale. Ont-ils utilisé la médiation, l'arbitrage ou même une forme de résolution de conflits rituels? La présence de tout artefact spécifique, objet symbolique ou même la disposition de la colonie elle-même pourrait offrir des indices sur leur méthode. Par exemple, la disposition spatiale des logements pourrait révéler des modèles d'interaction sociale et des domaines potentiels de conflit. Certaines familles ou groupes étaient-ils regroupés ensemble, ou y a-t-il eu une tentative délibérée de distribution pour minimiser la friction? En outre, considérez le rôle des croyances religieuses dans la formation de leur système économique.
Les parchemins, bien qu'ils ne décrivent pas explicitement les principes économiques, peuvent contenir des références métaphoriques ou symboliques qui mettent en lumière leurs valeurs et leurs priorités. Leurs croyances religieuses ont-elles mis l'accent sur la coopération, le partage et la responsabilité communautaire, renforçant le système économique? Ou ont-ils incorporé des éléments de rituel ou de sacrifice qui ont influencé la gestion des ressources? Une analyse minutieuse des textes religieux, combinée à une compréhension de leur culture matérielle, pourrait révéler un lien plus profond entre leurs croyances spirituelles et leurs pratiques économiques. L'iconographie représentée sur les artefacts pourrait être particulièrement révélatrice, faisant éventuellement allumer les structures sociales, les activités économiques, ou même les rituels spécifiques liés à la gestion des ressources. Nous devons également considérer la durabilité de leur modèle économique. Comment ont-ils géré l'épuisement des ressources? Ont-ils pratiqué une forme d'agriculture durable ou de gestion des ressources? Les preuves peuvent résider dans les techniques agricoles utilisées, les types de cultures cultivées et la présence de tout système d'irrigation. Avait-il un système de rotation des cultures, de périodes de jachère ou d'autres méthodes pour assurer la productivité à long terme? Comprendre leurs pratiques agricoles est crucial pour comprendre la viabilité à long terme de leur système économique. Ont-ils pu s'adapter aux conditions environnementales changeantes ou étaient-ils vulnérables aux chocs externes? Les réponses à ces questions pourraient offrir des informations précieuses sur la résilience et la durabilité de leur mode de vie communal. L'étude de leur environnement, de ses ressources et de leur interaction avec elles est essentielle de bien comprendre leur modèle économique. Approfondissons-nous plus dans l'impact potentiel des facteurs externes sur leur économie? Ont-ils participé au commerce avec d'autres communautés? Si oui, quelles marchandises ont-ils échangées et quelle était la nature de leurs relations commerciales? La présence de matériaux exotiques ou d'artefacts dans la colonie pourrait indiquer des réseaux commerciaux à longue distance. L'analyse de ces marchandises apportées peut révéler l'étendue de leurs interactions avec le monde plus large et l'influence potentielle des marchés externes sur leur système économique. Ces relations commerciales étaient-elles mutuellement bénéfiques ou ont-elles créé des dépendances ou des déséquilibres de pouvoir? Avait-il une forme de monnaie ou de trocage? L'absence ou la présence de poids et de mesures standardisées pourrait fournir des indices sur la sophistication de leurs pratiques commerciales. Considérez également l'impact potentiel du changement climatique ou des catastrophes environnementales. Ont-ils pu s'adapter aux fluctuations des précipitations ou d'autres changements environnementaux? L'épreuve d'une résistance à la sécheresse dans leur culture ou des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau pourrait suggérer une capacité remarquable à surmonter les défis environnementaux. Inversement, l'absence de telles adaptations pourrait indiquer une vulnérabilité aux chocs environnementaux et une explication potentielle de tout changement de société ou déclin observé dans les dossiers archéologiques. L'analyse des échantillons de pollen, des noyaux de sédiments et d'autres mandataires environnementaux peut aider à reconstruire les conditions climatiques passées et leur impact potentiel sur l'économie de la communauté. Enfin, ne négligeons pas l'influence potentielle de l'innovation technologique. Ont-ils développé de nouveaux outils ou techniques qui ont amélioré leur efficacité dans l'agriculture, la construction ou d'autres activités économiques? La présence d'outils avancés ou de techniques de fabrication pourrait indiquer un niveau de sophistication technologique plus élevé et une économie plus productive. Nous devons examiner attentivement les artefacts découverts en accordant une attention particulière à leur artisanat, à leurs matériaux et à leurs fonctionnalités. Tout signe de progrès technologique pourrait être révélateur d'un système économique dynamique et évolutif. L'évolution de leurs outils et techniques au fil du temps pourrait révéler des modèles d'innovation et d'adaptation, enrichissant davantage notre compréhension de leur stratégie économique et de leur résilience. En étudiant l'interaction de ces facteurs, structures sociales internes, croyances religieuses, conditions environnementales, commerce externe et innovation technologique, nous pouvons construire une compréhension plus complète et nuancée de cette société communautaire fascinante et de ses pratiques économiques. Plus nous démêlons les complexités de leur vie quotidienne, plus nous serons équipés pour apprécier leur ingéniosité et leur adaptabilité. Alors, quelles autres méthodes innovantes pouvons-nous utiliser pour débloquer davantage les secrets de cette ancienne économie? Je vous encourage à vous abonner, à frapper cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo, où nous nous plongeons dans le monde fascinant de leur structure sociale et que nous rejoigniez la discussion dans les commentaires ci-dessous. Jusque-là, c'est Marco, signé.